Contrainte et performance. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'antagonisme dans ces deux mots? Ça, c'est justement la question. Cette présentation sera un peu particulière parce que je ne vais pas faire beaucoup de démonstrations. Tout simplement parce que les démonstrations sont un peu longues. En revanche, je vais mettre à disposition tous les scripts de test. Sachez que j'ai fait des tests pendant plusieurs mois de manière disparate quand j'avais un petit peu de temps. À l'origine, c'était pour l'écriture d'un chapitre d'un livre qui s'appelle SQL Server MVP Deep Dive 2. Et malheureusement, le sujet au final n'a pas été retenu parce qu'il était beaucoup trop long et on a essayé de le réduire. Et puis quand on a vu que la réduction ne donnait plus grand-chose d'intéressant, on a abandonné le fait de mettre cet article dedans. Et je me suis dit que ce serait une très bonne chose que de le faire d'abord au public français avant de le publier peut-être sur un site anglais, peut-être SQL Server Central ou un site de ce genre. Et donc vous en avez la primeur. Le but étant de voir si, comme on l'entend très fréquemment, la pose de contrainte serait contraignante pour les performances. On va voir que oui et non. Ça dépend. Et que souvent les contraintes permettent de gagner en performance dans un certain nombre de cas. Et que si on fait le bilan global, eh bien, il vaut mieux effectivement mettre un certain nombre de contraintes dans vos bases de données pour tout un tas de raisons. Alors je me présente, Frédéric Bourard, société SQL Spot, certains me connaissent sous le nom de SQL Pro. Voici quelques-uns de nos sponsors, on va leur dire merci parce que c'est un événement qui a été préparé il y a quelques mois, mais on ne pensait pas que ce serait un tel succès. Et on est très content que vous soyez venus de manière très nombreuse à cette chose-là que sans doute nous rééditerons. Merci en particulier au groupe des utilisateurs de SQL Server qui est à l'initiative de cette chose. Merci à Ariane Papillon, merci au MVP et merci à l'ensemble des partenaires. Et bien entendu, merci à vous d'être venus. Moi, je suis indépendant, on va dire, architecte de données, spécialisé sur les bases de données relationnelles, le langage SQL et en particulier SQL Server que je pratique depuis, on va dire, 14-15 ans. Je suis aussi enseignant au CNAM en PACA. Oui, je viens du Var. Mais rassurez-vous, je suis très souvent à Paris parce qu'il se trouve qu'une grosse partie du travail est à Paris. Donc on va dire à peu près 60% de mes clients sont sur Paris et 40% en PACA. Mais j'enseigne au CNAM PACA, j'enseigne à l'ISEN Toulon, j'enseigne au CESI, j'ai mis quasi CESI d'Aix-en-Provence, et de temps en temps je donne des cours-conférences à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Peut-être un certain nombre d'entre vous me connaissent par les bouquins que j'ai écrits sur SQL, le dernier en date étant la 3e édition du SQL Collection Syntax chez Pearson Education. La 4e édition va démarrer, enfin l'écriture de la 4e édition va démarrer. Nous avons alors le projet de faire un très gros bouquin sur SQL. Et puis de nombreux articles sur développer.com et sur le blog qui s'appelle SQL Pro. Mon pseudonyme sur développer.com c'est SQL Pro. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu quelques-uns de mes commentaires acides, mais j'ai là-dedans assez dur sur les forums. Je me suis aperçu qu'il valait mieux. On était plus souvent lu quand on était du genre Terminator que Sissi Impératrice. Bien. Alors une petite première explication. Qu'est-ce que c'est qu'une contrainte? Bon, c'est une règle impérative qui va générer une erreur en cas de viol, qui annule l'ordre SQL violateur. Ça fait partie de la logique ensembliste et ça n'a aucun effet sur la transaction. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un ordre SQL est abandonné suite à un viol de contrainte que la transaction ne perdure pas. Quels sont les types de contraintes? Il y a en fait 3 grandes familles de types de contraintes. Les contraintes de domaine qui valident des valeurs, les contraintes de table qui valident des données dans la table, à l'intérieur d'une table, et enfin ce qu'on appelle les assertions, qui sont des contraintes généralisées qui portent sur de multiples tables. Les assertions sont généralement écrites sous forme de trigger, mais nous verrons qu'il existe une autre possibilité de le faire qui est souvent intéressante. C'est un mix de contraintes check et de fonctions utilisateurs. Alors, ce que l'on entend souvent de la part des développeurs, c'est les contraintes, c'est pas performant, c'est pour ça que j'en mets pas.
Et puis, le fin du fin, c'est les contraintes, c'est contraignant. Bah oui, pensez le pauvre développeur qui a, par exemple, à mettre en place l'intégrité référentielle, il a besoin de mettre un jeu de données. Bien, c'est bien les jeux de données, mais dans quel sens doit-il insérer ces données? Est-ce que je dois commencer par le client, la facture, le produit, la catégorie de produit, etc. Donc au bout d'un moment, comme il n'arrive pas à insérer dans le bon ordre, il retire toutes les contraintes, et puis il fait ses jeux de tests, etc. Puis quand il arrive en production, il oublie évidemment de les remettre. En fait, l'intérêt et les effets des contraintes sont assez méconnus, et ça, c'est dommage. Quels sont les avantages des contraintes? D'abord, ça assure la cohérence de la base de données. On trouve encore, et en particulier dans les audits que je fais, de nombreuses contraintes d'intégrité qui n'existent pas là où elles devraient exister, et on se retrouve avec des factures sans client. La dernière en date, c'était très amusant, c'était dans un audit que j'ai fait pour une société de photocopieurs japonais dont je ne citerai pas le nom, mais qui se termine par A. Ça vous donne de rien, puisque de toute façon, ils se terminent tous par A au Japon. Et qui disait non, non, notre applicatif qui est élaboré au Japon, l'application écrite au Japon, c'est absolument impossible qu'il y ait des erreurs d'intégrité référentielle, c'est contrôlé par l'applicatif, mais nous n'avons pas mis de contrainte d'intégrité référentielle parce que ça prend trop de temps, etc. etc. Et j'ai quand même découvert dans 2 tables qu'il y avait des erreurs de lignes d'orpheline. Et quand j'ai remonté ça dans mon audit, les Français m'ont dit « Oh là là, si jamais on leur envoie ça au Japon, ils vont se faire harakiri ». Ils croyaient naïvement que sans contrainte, ça marchait quand même parce que l'applicatif faisait tout. Ça permet aussi de gérer la qualité des données. Je suis absolument stupéfait quand je vois dans des applications des tables de prix ou de quantité dans lesquelles on a oublié de spécifier qu'un prix ne pouvait pas être négatif ou qu'une quantité ne saurait être négative. Et puis, ça permet aussi des gains de performance et c'est là-dessus qu'on va voir quel est effectivement l'intérêt. Par exemple, une clé primaire, ça paraît évident qu'une clé primaire pose un index derrière. Donc évidemment, c'est quand même bénéfique pour aller faire certaines opérations. Pas toutes, mais certaines. Et puis indirect, nous verrons que les contraintes de validation comme check ou les contraintes d'intégrité référentielle permettent des gains de performance qui peuvent être notables dans certains cas. En fait, je dirais une chose, c'est-à-dire que sans contrainte d'intégrité à tous les niveaux, domaine, table et assertion, et sans index, on en revient au COBOL. Hein. Des jolis fichiers COBOL, fichiers clients, fichiers commandes, et allons-y. Donc l'intérêt quand même des bases de données, c'est les contraintes et l'indexation. Ce sont vraiment les 2 piliers. Si on n'a pas ça, ce n'est pas vraiment une base de données. Hein. Alors logiquement, qu'est-ce que c'est? Parlons de la contrainte de domaine. La contrainte de domaine, c'est elle qui permet de valider les valeurs possibles d'un attribut. Il y a 3 types en fait de domaines que l'on peut avoir. Une liste discrète de valeurs, c'est-à-dire une énumération. On peut avoir un autre type, ce sont des intervalles fermés, semi-ouverts ou ouverts. Par exemple, si je prends les mois de l'année, les numéros des mois de l'année, c'est de 1 à 12, c'est un intervalle fermé. Si je prends une quantité, c'est en général un intervalle qui va de 0 à l'infini. Et puis, je peux avoir des éléments ouverts, tout à fait ouverts. On peut prendre certains exemples tels que les temps, hein, la date. On a des dates qui sont positives, on peut avoir des dates négatives. On sait à peu près quand est-ce que ça a commencé, mais pas vraiment. Donc là, on n'a pas de bornage absolu possible. En fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'un domaine est rarement infini. Et à partir du moment où il n'est pas infini, il est donc fini. Savante remarque, merci. Donc s'il est fini, je peux poser une contrainte de domaine. Donc en tout état de cause, dans ma base de données, je devrais avoir des contraintes de domaine absolument pour tous les attributs. Qui pose des contraintes de domaine dans ces tables? Levez la main droite, dites je le jure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas mal, c'est pas mal. Ça fait que quoi 3%? Bon. Alors, 2 possibilités de voir les contraintes de domaine. Une première, c'est par le create type. Create type me permet de créer un nouveau type de données. Un nouveau type de données, c'est quoi? C'est un type SQL assorti éventuellement d'une dimension, d'une mesure, varchar 15. Un create rule, le rule permet de définir une règle
de validation qui est une règle in abstracto qui pourra être réutilisée par plusieurs types. Et puis un SP bind rule qui est une procédure stockée pour aller lier le type à la règle. Je peux rajouter bien entendu un défaut et je peux faire un bind du défaut, c'est-à-dire lier le défaut à mon type. Ou bien, autre solution, dans la définition directement de la table, en faisant un check au niveau de la colonne qui m'intéresse. Donc deux façons de procéder pour les domaines, create type, bind rule, create rule, etc. Ou bien directement check. Il faut savoir malheureusement, je dis bien malheureusement, que le create type, create rule, SP bind rule et défaut sont considérés aujourd'hui comme obsolètes. Mais comme le disait hier Frédéric Pichot, des choses obsolètes qui perdurent, il y en a un certain nombre. Donc sachez-le, si vous faites du create rule, create type, create défaut, bah aujourd'hui ce n'est pas déprécated. Je n'ai pas remarqué que c'était déprécated non plus dans Denali. Donc ce qui n'est pas... Enfin, je n'ai pas remarqué que c'était sorti de Denali. Donc actuellement, c'est toujours utilisable. Alors on peut aussi faire des contraintes de domaine relativement dynamiques. C'est-à-dire que c'est bien les contraintes de domaine, mais c'est un peu statique. Je peux avoir une énumération qui peut évoluer au fil de l'eau. Je peux avoir un intervalle borné qui va peut-être s'agrandir un jour ou l'autre. Dans ce cas-là, on ne va plus avoir une véritable contrainte de domaine qui va être assurée par un create type ou bien par un check, mais on va placer directement une table d'intervalle, par exemple, une énumération éventuelle par une table avec une intégrité référentielle, et on peut faire cette contrainte, soit directement quand on a l'intégrité référentielle et des valeurs qui sont discrètes, énumération, soit via un couple fonction utilisateur et une table d'intervalle. À la limite, on peut même concevoir une table de tous les intervalles de tous mes domaines et une seule fonction utilisateur auquel on passe simplement quel est le type de données et qui va chercher dans cette table le bon intervalle pour le bon type. Alors, je vous ai dit que j'avais fait un certain nombre de tests sur ce genre de choses, que je vous mettrai à disposition l'ensemble des fichiers. Je vais vous montrer quand même un des fichiers de test pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voici les conditions de l'existence de ce texte. Base de données avec des fichiers qui ne sont pas en autocroissance, 2 Go pour les données, 1 Go pour la transaction, mode simple évidemment. Un serveur qui est un serveur tout à fait ordinaire, CPU quadricore, Windows XP, SQL Server 2008, R232 bits. Les tests ont été effectués 5 fois et à chaque fois sur 100 000 lignes. Et nous avons considéré que lorsque nous avions moins de 5% de différence au niveau des résultats, ce n'était pas significatif, sachant que quand on reproduit plusieurs fois les tests, on s'aperçoit que 5% c'est très fluctuant. Voici comment sont procédés les tests. D'abord, on crée les objets dans la base de données. Ensuite, on fait une boucle, vous voyez, 5 fois cette boucle. On démarre le test, on met la valeur de démarrage dans une table de test, on met la valeur d'arrêt dans une table de test avec évidemment le temps. Et puis là, on fait notre insertion avec, sans la contrainte, etc., pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, premier test sans clé primaire, second test avec clé primaire pour une insertion, un test de suppression donc avec et sans clé primaire, un test de modification avec sans clé primaire, etc. Voilà le genre de test auquel je me suis livré. Voici le test que nous avons fait sur une table qui contient 5 contraintes check. Donc nous avons décidé de le faire avec les rules, avec les checks et sans aucune contrainte. Et voici le résultat. Sans aucune contrainte, ok, très bien. Avec 5 contraintes check, on a une légère perte, 2%, qui n'est absolument pas significative. Et pourtant, on a bien 5 contraintes check. Avec les contraintes de domaine, type plus rule, nous avons un gain, mais absolument pas significatif non plus. Autrement dit, ce que l'on peut dire, c'est que dans le cas de contrainte check et dans le cas de rule, malgré le fait que nous checkons 5
valeurs différentes de manière systématique, nous n'avons quasiment absolument aucune incidence par rapport à ce qui est fait sans les contraintes check. Par contre, si on met en place l'intégrité référentielle avec une contrainte check, on commence à avoir des performances en baisse de l'ordre de 12%. Et lorsqu'on met en place l'intégrité référentielle plus une UDF et une table de mesure, on voit que là, on commence à avoir 43-44%. Donc une baisse significative. Conclusion, fin d'une légende, les contraintes de domaine ne grèvent pas les performances à condition qu'elles soient simples. Mettez du check aussi souvent que vous le pouvez, ou du create type et du create rule, SP bind rule, etc. Voyons voir maintenant quelles sont les contraintes de table et ce que l'on peut faire avec nos contraintes de table. Primary key, tout le monde sait ce que c'est. En principe, la théorie de l'algèbre relationnelle nous dit que toute relation devrait avoir une clé. Malheureusement, quand on est arrivé dans les bases de données relationnelles, on s'est dit qu'il va bien falloir récupérer ces fameux fichiers COBOL. Donc on va autoriser à créer des tables sans clé. Pour autant, les SGBD relationnels ont été conçus pour manipuler des relations, c'est-à-dire des tables avec des clés. La conclusion, c'est qu'il ne faut pas s'étonner qu'en général, ça marche mieux avec une clé que sans. Deuxième chose, la contrainte d'unicité. Deuxième type de contrainte de table, c'est presque la même chose qu'une clé d'une table. On l'appelle souvent clé alternative ou clé subrogée. Et il est assez courant d'ailleurs dans beaucoup d'applications d'avoir les deux contraintes simultanées. Une contrainte de primary key, par exemple, sur un numéro automatique, et puis une contrainte d'unicité sur une clé sémantique, telle qu'un numéro de sécurité sociale, une immatriculation, un matricule, etc. Pour autant, SQL Server ne respecte pas à la lettre la norme SQL qui nous dit que dans une contrainte d'unicité, on peut avoir plusieurs éléments qui sont nuls. Or, SQL Server ne sait pas nativement faire cela. C'est une contrainte liée au moteur de stockage beaucoup plus qu'aux aspects relationnels de la chose. Hérité de, hélas, Sybase. Donc la primary key va vous créer aussi un index cluster à défaut. Qu'est-ce que c'est qu'un index cluster? Eh bien, c'est tout simplement un index un peu particulier dans le sens où un index normal est une copie des données. On s'est dit que ce serait bien de ne pas faire de copie et de trier directement la table. Donc l'index cluster a ceci d'intéressant, c'est qu'il évite une redondance de données, pour autant, les lignes dans la table sont triées. Et lorsque vous créez une primary key, à défaut, SQL Server crée un index cluster. Une traduction assez bizarre a dit qu'en français, on allait traduire index cluster par index ordonné. Alors donc on pouvait se poser la question, quelle est la traduction qu'on allait donner à index non clustered, index désordonné? Vous voyez, bon, donc moi je parlerai toujours d'index clustered, mais si vous voyez dans la littérature index ordonné ou index non ordonné, sachez que l'origine c'est index clustered et index non clustered. Et puis justement cette contrainte d'unicité qui crée à défaut un index non clustered, donc une copie des données qui est sortie de la table et qui est effectivement triée pour accélérer certaines recherches. Attention, on pourrait parler des index longtemps, tous les index ne permettent pas d'accélérer toutes les recherches, voire éventuellement une autre présentation sur le sujet. Par contre, une chose importante à savoir des index non clustered, c'est bien de faire une copie de certaines colonnes de la table, mais si je ne sais pas de quelle ligne elles viennent, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a donc toujours dans les index non clustered quelque chose pour identifier d'où provient la ligne pour laquelle j'ai copié ces informations. Et là, il y a deux solutions. Soit j'ai un index clustered, et dans ce cas, l'index secondaire a une valeur supplémentaire qui est cette valeur de clé d'index cluster pour revenir à la ligne originale de la table. Soit, si je n'ai pas d'index clustered, la référence est une ligne physique qui est constituée par un numéro de fichier, un numéro de page et un numéro de slot de ligne. Slot de ligne, c'est à l'intérieur de ma page, quelle est l'incidence de la ligne, quel est l'endroit où se trouve la ligne. Bien. Alors, ce que l'on peut dire,